Merci. Alors pour introduire cette seconde table ronde qui fait écho à la première, hein, puisqu'on avait la place de l'art dans le projet de l'école, et là on a une deuxième table ronde, la place de l'école dans le projet artistique. Alors pour cette table ronde, Léna Pogam, vous aurez compris qu'elle est metteur en scène et comédienne, et elle a créé donc une compagnie, l'Inseus, qui est devenue un collectif d'artistes de théâtre et de cinéma. Je sais pas où Léna Pogam. Christine Vidal, qui est co-directrice du BAL. Le BAL, c'est un lieu indépendant d'exposition, d'édition, de réflexion et de pédagogie dédié à l'image contemporaine sous toutes ses formes, photographie, vidéo, cinéma et nouveaux médias. Mais elle aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Geneviève Roussel, qui est principale du collège Jacques Prévert à Guingamp, mais on verra tout à l'heure qu'elle a eu une vie avant, hein, qui est donc... était auparavant principale du collège de Belle-Île-en-Terre, et elle a eu l'occasion donc de mettre en place une classe à horaire aménagé avec Julie Flouriot, qui est donc enseignante au collège de Pratélès à Belle-Île-en-Terre. Donc il manque quelqu'un. Ah ben voilà. Et donc l'animateur de cette table ronde, Monsieur Roussel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous l'avez souligné, cette table ronde tourne autour du même thème. Tout simplement, on va prendre un autre axe, hein, puisque le premier axe était effectivement la question de la place de l'art dans le projet de l'école. Et là, en l'occurrence, nous allons nous changer de paradigme d'une certaine façon. On fait un virage à 180 degrés pour... Quoique, est-il vraiment à 180 degrés ? La place de l'école dans le projet artistique. Alors, comme il y a eu un concours de citations précédemment, je vous propose qu'on n'en fasse pas. Puisque, comme cela, on prend déjà le contre-pied de la table ronde précédente. J'ai toute une série de questions, et je crois tout plus passionnantes que les autres sans doute. Mais peut-être pour commencer en 1 minute, 2 minutes... Là aussi, on prend le contre-pied. Précédemment, on commence par 1 minute et on ne finira pas par 1 minute. Peut-être que chacune se présente très très vite au-delà de ce que vous avez déjà amorcé pour vous situer et notamment vous situer autour de cette question. Comment vous voyez cette question? Quelle est votre place peut-être? Alors toujours pour prendre le contre-pied, on va commencer à côté du modérateur et non pas du côté le plus éloigné. Oui, Essayez de travailler de façon symétrique, monsieur le recteur. Merci. Donc je m'appelle Léna Pogam, je suis metteur en scène et comédienne. J'ai été formée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique pour cela. Et j'enseigne également l'histoire et la théorie du théâtre à l'université depuis 2013. J'ai commencé à travailler en tant qu'enseignante dans le cadre de ma thèse en recherche-création dans le domaine du théâtre. J'ai soutenu cette thèse en 2017 et donc je suis à la fois sensible à la question de la transmission en tant qu'artiste et en tant qu'enseignant-chercheur. C'est ce double profil qui enrichit ma réflexion sur les pratiques liées à l'éducation artistique et culturelle. Et là, tout à l'heure, je vous exposerai un peu mon point de vue enfin mon expérience peut-être, témoigner de cette expérience en tant qu'artiste et sur la différence qu'il peut y avoir entre mon positionnement d'enseignant et mon positionnement d'artiste, la différence de travail et vis-à-vis des élèves. Voilà. Alors, bonjour, donc moi je m'appelle Julie Flouriot, je suis professeure de français au collège de Belle-Île-en-Terre, collège Pratélès. Je suis titulaire de la mention complémentaire théâtre que j'ai passée quand j'étais en stage encore. Donc ma pratique artistique, elle s'ancre dès ma formation initiale et c'est par les tuteurs de l'UEFM qu'on m'a, on va dire, donné le goût de l'éducation artistique et culturelle. Ensuite, j'ai aussi travaillé avec le Conservatoire de Saint-Brieuc et avec Annie Lucas et Monique Lucas du théâtre Folle Pensée.
Et j'ai mené dans les différents établissements dans lesquels je suis passée des clubs théâtre, des ateliers et beaucoup de partenariats avec différentes structures culturelles. Et l'année dernière, avec Madame Roussel, nous avons monté une classe horaire aménagée théâtre dont on parlera peut-être ensuite. Bonjour, Geneviève Roussel, donc je suis actuellement principale du collège de Guingamp, Jacques Prévert, et j'étais effectivement principale au collège de Belle-Île-en-Terre. Et c'était un collège rural, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, en fait, là, je témoigne parce que donc, je suis à l'origine avec Madame Flouriot, parce qu'il faut une équipe, on en reviendra, pour créer une classe horaire aménagée théâtre. Il y a beaucoup de motivation, mais il y a aussi beaucoup de freins. Donc, je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. Voilà. Merci, bonjour. Merci pour l'invitation Solange et Jérôme. Donc moi je suis Christine Vidal. Je co-dirige un lieu qui se situe à Paris qui s'appelle Le Bal, qui est présidé par Raymond Depardon. Et la volonté de ce lieu, c'est d'inscrire résolument les arts visuels dans une réflexion sur nos sociétés et notamment de permettre au public, au large public, pas uniquement celui concerné par l'art contemporain, la photographie, le cinéma, mais aussi par les jeunes, justement, et bien de mieux comprendre le monde qui est le nôtre, régi par les images, et en quoi les images peuvent mieux nous permettre de nous situer en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que producteur d'images. Et c'est à l'origine du lieu, donc 2 ans avant sa création en 2010, que nous nous sommes intéressés à créer un pôle pédagogique qui s'appelle la Fabrique du Regard et qui indique bien son nom, c'est-à-dire que l'idée pour nous, depuis donc maintenant 12 ans, est de mettre en œuvre des programmes d'éducation artistique et culturelle auprès des jeunes, premier, deuxième degré, et notamment de faire comprendre aux jeunes comment on peut construire son propre regard sur le monde à partir de ses connaissances, de sa sensibilité, de son vécu, et en quoi les propositions artistiques peuvent justement nous permettre de mener une réflexion. Et c'est dans ce cadre-là donc que depuis 12 ans, nous menons des projets, alors des workshops, des projets au long cours, 20 heures, 110 heures d'ateliers, dans le temps scolaire ou hors temps scolaire, avec la volonté cependant de nous intéresser à des jeunes qui, pour X raisons géographiques, sociales, culturelles, n'ont pas un accès facilité à la culture. Donc nous intervenons essentiellement dans des zones dites d'éducation prioritaire, quartier, politique de la ville, et on aura l'occasion de revenir aussi peut-être sur la perception qu'ont les jeunes de l'art et du point de vue justement des artistes sur le monde. Tout à l'heure j'entendais vous autres lycéens et c'était formidable, voilà, vous disiez voilà, l'artiste c'est quelqu'un un peu qui ouvre des portes, c'est vrai, mais également beaucoup des jeunes avec lesquels on travaille, et peut-être que certains d'entre vous pourront témoigner aussi, ont ancré en eux des stéréotypes quant à la manière, le rôle de l'artiste, des stéréotypes qui sont aussi véhiculés par les masses médias. Je donnerai juste un exemple. Pour beaucoup des jeunes avec lesquels on travaille, l'artiste est forcément celui qui a réussi, qui habite dans un loft, qui a énormément de moyens pour produire. Or, justement, je crois que c'est intéressant de voir la diversité des approches. Merci. Merci de cette première présentation. Peut-être qu'on peut d'emblée rentrer dans le thème qui est donc la place de l'école dans le projet artistique. Léna, peut-être, puisque vous nous aviez annoncé certains propos introductifs, et notamment pourquoi vous qui êtes une artiste, qui travaillez au plateau, vous éprouvez le besoin de venir dans une classe. Est-ce que ça a du sens pour vous? Ça serait la première question. Et le corollaire, d'une certaine façon, comment est-ce qu'on parle vraiment là de projet artistique? Est-ce que quand vous intervenez dans une classe, est-ce que c'est un projet artistique? Alors, je vais répondre en plusieurs temps. Tout d'abord, je voudrais inscrire ma réponse dans une sorte de fil chronologique.
en arrivant en Côte d'Armor en 2012, après ma formation, j'ai commencé à découvrir les enjeux de l'éducation artistique et culturelle, notamment grâce au travail que j'ai mené ici jusqu'en 2016 par Itinéraire Bis, que menait Itinéraire Bis et auquel j'ai été conviée. Et ce qui m'a frappée d'emblée, c'est l'importance que prenait la question territoriale, c'est-à-dire les enjeux politiques et sociaux d'une démocratisation culturelle sur un territoire donné. Et j'ai ressenti immédiatement cette charge, cette mission, comme une injonction des collectivités territoriales à travailler aussi sur ce champ-là. J'étais convoquée là en tant qu'artiste professionnel au nom d'une responsabilité de transmission, de sensibilisation, d'initiation à la pratique théâtrale. Et c'est un sentiment qui n'est pas évidemment évident à saisir dans le cadre de la production culturelle, de la profusion culturelle de Paris intramuros. Quand on arrive et qu'on choisit de travailler en région sur un territoire, ça apparaît de façon assez... Donc je me suis dit que c'était... j'ai pris ça à bras-le-corps et je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse, que je me pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je devais transmettre, quels pouvaient être les objectifs pédagogiques de mon intervention dans le milieu scolaire, comment me positionner par rapport aux professeurs, sous quelle forme intervenir, qu'est-ce que je pouvais raconter de l'art que je pratique, comment ne pas vulgariser mon travail, excessivement le langage théâtral, comment transmettre le goût de l'expression théâtrale en préservant celui d'une exigence intellectuelle et artistique. Qu'est-ce que je pouvais apporter de plus que ce que les professeurs apportaient dans le cadre de leurs cours et de leurs éventuels ateliers de pratique théâtrale. Parce que c'est ce qui, par rapport au théâtre, souvent les profs de français font de la pratique théâtrale dans le cadre de leurs cours. Et donc je cherchais ce qu'il y avait de différent entre ma parole et celle du professeur. Et ce qui m'a importé, c'était de trouver comment je pouvais inscrire l'école dans le cadre de mon processus de création artistique et donc de ne pas séparer les deux choses, de ne pas faire moi c'est ça qui m'intéresse, de partager avec les élèves une démarche artistique personnelle, partager une expérience artistique en cours, et comment inscrire les élèves dans le cadre de la création de l'œuvre et comment les initier au langage de mon art, de ce que j'essaye de travailler et comment du coup favoriser la rencontre avec l'œuvre à venir. Donc je travaille jamais de façon séparée d'une œuvre en cours. Et dans le cadre du travail que j'ai fait sur Jean-Luc Godard, donc on a travaillé sur un spectacle avec des comédiens adolescents amateurs, mais c'était en vue, en préparation d'un autre spectacle à venir sur Jean-Luc Godard. Et j'ai du mal à envisager mon intervention avec les élèves autrement que dans un processus. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Mais comment ça vous alimente ? Ce que ça m'apporte ? Oui, qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Parce que je crois qu'on comprend effectivement que vous ne dissociez pas votre propre démarche du travail que vous faites avec les élèves. Donc d'une certaine façon, ça vous alimente. En quoi ça vous alimente différemment qu'un travail à la table avec des comédiens Alors, peut-être que... Ah oui. Je vais prendre plusieurs exemples, parce qu'à chaque création, j'essaie de trouver d'autres modalités de rencontre avec les élèves et d'autres apports possibles. Dans le cadre par exemple, du spectacle que j'ai fait qui s'appelle Eda, c'était une création qui a été présentée ici au Théâtre du Champ-Poroy, mais aussi par ailleurs, qui a été créé dans le cadre d'un partenariat avec le lycée Kernilien, le lycée agricole Kernilien, et du lycée Les Cordeliers à Dinan. Et on a travaillé en résidence à la passerelle. Et ce que ça m'a apporté, c'était que je pouvais proposer pendant 2 semaines d'affilée un travail préparatoire, associer les élèves à mon travail et les faire réfléchir
sur la matière que j'avais abordée. Et j'ai fait intervenir l'autrice de l'œuvre, et j'ai pu l'observer, parler de son travail, de son écriture, et travailler sur un contre-pied. On a travaillé sur l'autour de la pièce. Donc il y a la pièce Eda, et le travail que j'ai mené avec les élèves, c'était l'envers d'une certaine manière de la pièce. Ils ont écrit tout ce qui n'était pas dit dans la pièce. Tout ce que pouvait... ils ont inventé des personnages. En fait, ça a été un travail de recherche sur le sujet et sur l'écriture même de l'œuvre dramatique en cours. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de provoquer une rencontre qui n'est pas immédiatement le travail de répétition, et de déblayer, de faire circuler la parole, de défricher un peu le terrain voilà. Et donc pour ça, j'ai plusieurs propositions, des méthodes, enfin des exercices, des choses des procédés que je développe sur une semaine ou deux avec les élèves pour me nourrir moi avant d'aller au plateau, ou de nourrir les comédiens, puisque je ne joue pas, avant d'aller au plateau. Peut-être, Christine Vidal, vous qui accompagnez les artistes, vous êtes une médiatrice, donc vous accompagnez les artistes. Comment vous abordez cette question donc, de la présence d'artistes dans une classe? Qu'est-ce que ça apporte au projet artistique, puisque on reviendra sur l'apport de la classe après avec nos deux amies enseignantes. Mais comment vous voyez les choses de votre point de vue, vous qui êtes un endroit un tout petit peu différent de celle de l'ENA naturellement? Oui, bien sûr. Alors, au départ d'un projet, il n'y a pas un artiste avec lequel on veut travailler qui créerait ex nihilo un projet pour n'importe quel territoire, n'importe quel établissement scolaire. Bien au contraire, on part du désir, de la volonté d'équipe pédagogique, école élémentaire, collège, lycée. On se rencontre d'abord, on essaye de comprendre quels sont les enseignants qui vont être impliqués, et plus il y a un travail d'équipe, et plus le travail mené avec les jeunes et l'artiste va justement gagner en profondeur, en capacité des jeunes à pouvoir faire des liens entre différentes disciplines, leur subjectivité, le travail qu'ils vont mener avec l'artiste. Mais au-delà de ça, il y a aussi la volonté de s'intéresser aux jeunes, filières professionnelles, techniques, dispositifs de remédiation, mais aussi le territoire dans lequel le projet artistique va s'élaborer, puisque la plupart du temps, au BAL, nous essayons de défendre le fait que par cet éveil d'ouverture culturelle et de création artistique, les jeunes vont porter un regard nouveau, on l'espère, sur le groupe, au sein de la classe, au sein de l'établissement et au sein du quartier, du territoire dans lequel ils évoluent. Et c'est fort de cette première rencontre avec les équipes que nous allons proposer de travailler avec tel et tel artiste. Je donnerai un exemple qui s'est élaboré l'année dernière à Comble-la-Ville, dans le 77, avec un lycée professionnel. Pardon ? Dans le 7-7 ? Le 7-7, un lycée professionnel, une filière très dévalorisée au sein de l'établissement, maintenance des matériaux, les blouses bleues contre les blouses blanches, et les trois enseignantes avec lesquelles on a travaillé, professeur d'anglais, documentaliste qui était référente culturelle de l'établissement et porteuse du projet, et puis une professeure d'histoire géo et de lettres, il y avait cette volonté, de changer le climat de la classe, de valoriser ces jeunes au sein de l'établissement, et nous avons aussi pris en compte le fait que cet établissement se situe à la frontière de l'Essonne, pas très loin de la forêt de Sénart, et que c'était peut-être important justement aussi de travailler avec une artiste qui avait une sensibilisation concernant la question de l'environnement, la volonté aussi de l'artiste de pouvoir être tout de suite dans le faire avec des élèves en difficulté. Et donc, à partir de ces différents critères, commence à mûrir dans une co-construction avec les enseignants et la structure, donc le BAL et l'artiste, un projet artistique. C'est vraiment de cette manière-là qu'on travaille. Donc effectivement, en tant que structure culturelle, nous nous considérons comme des facilitateurs,
pour que des énergies se mettent en place, mais aussi facilitateur, voire médiateur territorial, puisque dans ce projet, l'établissement a travaillé avec le service de développement durable de la ville, et on essaye de créer justement pour que l'artiste puisse pleinement apporter un projet dont les enseignants ne vont pas être uniquement les accompagnateurs. Il y a vraiment cette idée de co-construire, de mutualiser, et chacun fait un pas de côté. L'artiste par rapport à sa propre démarche, parce qu'il va être attentif aux jeunes, aux enseignants, à leur discipline, au contexte justement du territoire dans lequel le projet va avoir lieu. Et puis les enseignants, c'est aussi la volonté de faire un pas de côté par rapport à leur habitude, à savoir s'adapter à des contraintes qui sont extérieures à l'école, essayer justement d'accompagner au mieux l'artiste et de faire des liens entre que connaissent déjà les jeunes, eux qui connaissent parfaitement leurs jeunes, qui ont finalement un historique, et effectivement le projet de l'artiste. Alors je finirai peut-être pour laisser la parole à mes collègues, que le projet artistique, qu'est-ce qu'il apporte en fait à l'école ? Il apporte sans doute, et ça reviendra sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, que peut-être les enseignants comme l'école, et même le personnel encadrant, prend conscience que l'école, elle a un rôle à jouer dans le territoire dans lequel elle est. Elle peut ouvrir grand ses portes et justement l'art peut être un vecteur, on va dire, de médiation entre l'école et le territoire. Par ce type de projet artistique, d'autres personnes qui vont compléter le projet artistique de l'artiste vont pouvoir aussi rentrer dans l'école et vice-versa. C'est-à-dire qu'on est très soucieux qu'après qu'un atelier ait eu lieu, il se passe quelque chose en dehors du bal dans ce territoire-là. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le lycée, il y a beaucoup de liens avec la mairie, avec la bibliothèque qui a accueilli la restitution de l'atelier et ainsi de suite. Bon, Et qu'est-ce que, de votre point de vue, ça a pu changer au projet de l'artiste ? L'artiste, une fois qu'il est allé dans l'école, Léna nous a dit comment elle percevait, comment ça pouvait l'alimenter quelque part, éventuellement faire changer un certain nombre de perceptions. De votre point de vue, comment ça peut changer le projet de l'artiste ou le regard de l'artiste ou sa propre activité ? Est-ce que ça a une incidence de votre point de vue ? Oui, alors je pense que tout artiste, il y a des façons différentes d'investir un projet mené avec des jeunes. Je dirais en tout cas qu'il y a 12 ans, quand on a commencé ce type de projet artistique culturel, pour beaucoup d'artistes, il y avait un fantasme de travailler avec les jeunes. Les jeunes ont forcément des idées, ont un imaginaire débridé, et donc pour beaucoup d'artistes au départ, c'était le fait je vais travailler à partir des idées des jeunes. Et ça, j'avoue que j'y crois pas vraiment. Je pense qu'il faut, comme le disait l'un des jeunes tout à l'heure, il faut un cadre et dans lequel les jeunes vont pouvoir, avec l'artiste et les enseignants, justement, développer un projet, développer des idées. Il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait un accompagnement important. Et notre rôle, justement, en tant que structure culturelle, c'est aussi d'aider, tu en parlais tout à l'heure, Raphaël, aider les artistes à essayer de séquencer aussi leurs projets, que leurs projets ne soient pas trop abstraits, adaptés aux jeunes. Ça ne veut pas dire minimiser, vulgariser, mais c'est essayer de créer des séquences où chacun des jeunes, à sa façon, selon ses compétences, on pourrait parler de pédagogie différenciée, vont pouvoir s'investir, chaque jeune va pouvoir s'investir différemment dans le projet et chacun, au final, va y trouver son compte, comme les enseignants peuvent aussi trouver leur compte, parce que ça, je crois que c'est important de vivre. Les enseignants aussi font des projets pour vivre des expériences. Alors, certains des artistes vont considérer que le projet mené avec les jeunes font partie de leur démarche artistique et certains ont pu exposer avec les jeunes ces productions. Pour d'autres, effectivement, c'est une façon de se confronter peut-être au regard d'une jeunesse qu'on pourrait avoir tendance, justement, comme je le disais tout à l'heure, à fantasmer un peu. Très bien, merci. Bien, écoutez, maintenant, peut-être voir. Donc, Geneviève Roussel, je le précise, qui n'est pas ma cousine. Je confirme. Quoique, vous savez, Roussel, il y en a tellement. Donc, chère cousine. Oui, je vous en prie. Vous êtes proviseur, donc vous avez la responsabilité d'un établissement principal. Oui, principal. Ça fait un peu longtemps que j'ai quitté le système éducatif pour comprendre encore les nuances
donc vous avez les responsabilités d'un établissement. Pourquoi, à un moment donné, vous avez souhaité vous engager dans un partenariat avec un artiste ou avec des artistes? Qu'est-ce qui vous a motivé au départ? Alors, quand j'étais nommée au collège de Belle-Île-en-Terre, il faut savoir que c'est un collège rural, un petit collège, et on avait fait un sondage auprès des élèves. Très peu ont accès à la culture. Guingamp, c'est pas loin, mais quand même. Très peu vont au théâtre, très peu vont au cinéma. Quasiment aucun apprennent à jouer d'un instrument de musique. Alors, il y a plusieurs raisons. Les familles économiquement sont fragiles. Et puis, aller au théâtre, parce que je vais être un peu négatif peut-être, mais le théâtre, apprendre à jouer d'un instrument, ça a quand même un coût économique pour certains parents et qui ne peuvent pas se permettre. Donc là, je trouve que l'école, et c'est dans sa mission de toute manière, l'école doit absolument prendre le relais. Donc c'est pour cela qu'on a commencé à réfléchir très modestement, et puis l'école doit saisir toutes les opportunités. Et nous, on a saisi tout de suite une première opportunité d'un partenariat avec le Carré Magique de Lannion, dans le cadre d'une résidence d'artistes de 15 jours. C'était des acrobates en fait. Voilà, donc résidence qui s'est extrêmement bien passée. Il faut savoir aussi que nos élèves souvent ont peu d'ambition, ont des difficultés scolaires, ça peut être l'absentéisme, le décrochage. Bon, enfin, c'est pas toujours évident. Et dans le cadre de cette résidence, eh bien, on a découvert des élèves qui étaient attentifs, qui étaient rigoureux, parce qu'ils ont compris que le travail de l'artiste, c'est pas seulement super, on va pouvoir s'amuser. Non, ça nécessite un travail. Et si on veut que le spectacle à la fin soit réussi, eh bien, il faut qu'il y ait un travail. Et de fait, ils s'étaient vraiment engagés et ils ont fourni un travail au final qui était tout à fait remarquable, qui avait été mis en valeur parce que on avait invité. Alors nous, sur Belle-Île, je voulais ajouter, les parents sont aussi peut-être très peu présents. Il y a des parents qui ont des difficultés avec l'école. Donc l'objectif, c'était dans le cadre de cette restitution, d'inviter les parents. Alors on a même des grands-parents qui sont venus, d'inviter les écoles primaires également. Et puis il y a même le directeur d'académie qui venait, donc on a expliqué aux élèves qui était le directeur d'académie qu'on a mis un peu la pression, et c'était vraiment, et je pense qu'il s'en souvient, et ça a été vraiment un très très beau moment. Ils en ont eu un souvenir vraiment, c'était formidable. On a eu toute la communauté éducative au service de ce projet, mais aussi les agents du département. Le cuisinier avait fait des gâteaux pour le pot. Enfin, vous voyez, tout le monde convergeait vers l'objectif de l'élève pour que le projet soit réussi. Alors, je note aussi qu'il y avait eu de la compagnie El Nucléo une très très grande générosité. Et en fait, les enfants, ils se sont vraiment, comme les enseignants, je rassure, ils se sont vraiment très très bien occupés des enfants, et je crois que ça c'est une notion, ils y ont été extrêmement sensibles. Et puis on a eu envie d'aller plus loin, et il y a un texte qui est sorti, qui a été signé le 17 septembre 2018 entre le ministre de l'Éducation nationale et puis le ministre de la Culture, voilà, à l'École des Arts et de la Culture. Il est sorti le 17 septembre 2018, et dans ce que l'on a lu, on a lu qu'il allait y avoir l'ouverture favorisée de classes à horaires aménagés théâtre. Alors, le 17, on lit le texte. Le 20 septembre, on commence à réfléchir. On se dit, il y a une porte qui s'ouvre, encore une opportunité, il faut la saisir. Alors, on va en parler de la classe horaire aménagée théâtre. Je laisserai un petit peu l'aspect pédagogique à Madame... Oui ? Je voulais juste rebondir sur la résidence de création d'El Nucléo, parce que, et puis peut-être sur la manière dont l'école vient un moment dans un projet artistique, comment les adolescents et comment les enfants arrivent à un moment à participer à un projet artistique. C'est aussi parce qu'il y a ces intermédiaires, dont les structures culturelles, et je pense sur le territoire de Guingamp notamment, au pôle culture représenté par Céline Larrière, à Gouinzegal,
Et donc là, en l'occurrence, c'était le Carré Magique et Ombeline Coffinial, que j'aperçois là, qui est présente, qui est venue vers nous, qui nous a proposé ce projet. Et c'est parce qu'il y a des chargés de communication dans les structures culturelles qui s'engagent et qui prennent un moment un risque aussi, et qui vont vers les équipes pédagogiques et qui proposent, qui s'engagent sur quelque chose qui n'est pas forcément évident à défendre, à savoir, je vous propose que des artistes viennent 15 jours dans votre collège, ça va bouleverser tous les emplois du temps, ça va bouleverser tous les programmes de tous les enseignants, mais ça va être une fantastique aventure, et voilà. Et c'est parce que certains chefs d'établissement prennent leurs responsabilités et s'engagent pour que ces projets naissent, parce que des chargés de communication, des directeurs de pôles culturels proposent des actions fortes, et avec des artistes qui se posent la question de la transmission et de la place des jeunes dans leur travail de création, que tout ça peut vivre aussi, et que ces résidences de création ont lieu. Bon, je voulais juste rappeler ça. Et vous aviez terminé sur ah oui, voilà, donc la lecture du dossier à l'École des Arts et de la Culture du Haut Conseil pour l'éducation artistique et culturelle avait donc comme préconisation l'augmentation du nombre de classes à horaires aménagés théâtre. Et nous sommes dit avec Madame Roussel, bien pourquoi pas en milieu rural, et pourquoi pas proposer quelque chose qui rééquilibre un petit peu l'offre culturelle, voilà, qui est plutôt, si on prend une carte, la DAC, le service de la DAC qui est présent ici, la personne de Monsieur Guillerme pourra bien évidemment revenir là-dessus, c'est-à-dire que quand on prend une carte de l'offre culturelle et des structures culturelles sur l'Académie de Rennes, on se rend compte qu'en fait beaucoup d'offres sont en littoral et peu de choses en milieu rural, dans le centre-Bretagne, même si on a le projet Demos sur Ostronin, mais quand même l'offre culturelle, elle est près des grands centres, sur les stations du littoral. Donc on s'est dit avec Madame Roussel, le collège de Belle-Île-en-Terre a droit aussi, voilà, les élèves ont droit aussi d'avoir cette offre, et donc on a pensé à monter cette classe à horaires aménagés théâtre pendant une année. Voilà. Parce que je peux continuer ou pas? Oui, alors parce que, excusez-moi, non, parce que je voudrais dire que quand même, là, en tant que chef d'établissement, il y a quand même... tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Pour monter une classe à horaires aménagés théâtre, il faut quand même une équipe. Alors, par chance, une équipe, ça commence à 2. Parce qu'on était avec Madame Flouriot. Alors, c'est important de savoir aussi, et là, c'est pour ça que j'ai demandé, je voulais qu'elle soit là, parce que c'est quand même un professeur qui s'engage, qui renonce même à des choses professionnelles, personnelles, pour pouvoir monter cette classe horaire aménagée théâtre et y passer du temps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, moi, je suis un peu partagée. C'est pas toujours facile de motiver les professeurs autour d'un projet aussi lourd. Parce que là, si vous voulez, c'est sur 3 ans. Mais l'intérêt, c'est d'aller sur le parcours de l'élève et de plus se situer en termes de projet. Bon, moi, je trouve que c'est plus intéressant, mais bref. Donc, il faut quand même motiver une équipe, là. Et là, il fallait être à plus qu'à 2. Parce que sinon, le projet capote. Parce qu'il faut que l'équipe... Alors, nous, on a des instances. On a le conseil pédagogique, on a présenté, on a écrit le projet. Le conseil pédagogique doit adhérer parce que ça va avoir des incidences sur les services, sur l'organisation pédagogique des autres. Donc, il faut être extrêmement prudent parce que certains disent, voilà, à cause de
la classe horaire aménagée théâtre, par exemple, j'ai plus les élèves en groupe. Alors c'est bassement matériel, hein, mais bon, voilà, il faut tenir compte de tout. Donc les collègues ont quand même adhéré, hein, ils étaient assez contents. Ensuite, parce que l'objectif aussi, c'était de valoriser le collège du Pratélès, parce que les élèves du Pratélès, le méritent, j'allais dire le valent bien, mais bon, non, mais les élèves du Pratélès, ils ont aussi des compétences, du potentiel, et d'ailleurs, au résultat du DNB, ils avaient de très bons résultats. Donc, il n'y a pas de raison. Alors ensuite, on a créé quand même le projet, il a été monté. On a prévu une évaluation centrée sur l'élève, parce que centré le dispositif, on était embêtés, on n'avait pas les outils, mais Madame Flouriot vous en parlera tout à l'heure. Donc le projet était vraiment bien présenté. On a contacté nos partenaires, donc évidemment les structures culturelles, mais dans le projet, il y a un moment donné où on s'est retrouvé devant un tableau qui s'appelle budget. Et là, il faut quand même qu'on l'aborde aussi. Le budget, c'est très simple, 2 colonnes. La première colonne, dépenses. On n'a eu aucun problème pour remplir cette colonne. En face, recettes. Alors, qui va en fait financer cette classe horaire aménagée théâtre? Donc là, on a contacté le conseil départemental, hein, donc évidemment qui nous a aidés. On a le maire de Belle-Île-en-Terre n'avait pas les moyens, on va dire, mais nous a fourni la salle quand on veut pour les répétitions, pour pouvoir aller se produire. Et puis, il y a une troisième structure qui est intervenue, c'est GPA, hein, puisque on avait présenté ce projet au conseil d'administration, et au conseil d'administration, il y a un représentant, un élu du département, et qui était aussi vice-présidente de GPA. Donc, en fait, tout le monde tout le monde a mis un peu d'argent pour qu'on finance ce projet. Mais voilà, c'est pas simple. Il faut savoir que l'éducation nationale aussi a donné de l'argent, quoi, a payé des heures. Hein, donc bon, il y a cette dimension-là, ça coûte cher. Hein. En plus, on n'avait pas présenté le projet pour 1 an, puisqu'on commençait en 5e sur un cycle, 5e, 4e, 3e. Donc, il y a eu une première somme la première année, le double la 2e année, le triple la 3e année. Donc, ça fait un petit peu peur, hein, quand même, hein, faut remarquer. Donc, voilà, je voulais quand même qu'on parle de ça. Très bien. La question... Oui. Non, je voulais peut-être remercier aussi dans la construction, peut-être on ne va pas faire trop long sur la construction de la classe horaire aménagée théâtre, parce que c'est un projet. C'est un aspect, voilà. Les classes horaires aménagées sont voilà. un des aspects de la présence artistique au sein de l'école. Il y en a bien d'autres, vous le savez, et on est devant des formes extrêmement différentes qui vont d'une résidence jusqu'à des choses telles que vous évoquez, hein, les classes horaires aménagées ou des jumelages. Enfin, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous parliez peut-être de votre expérience de professeur relais auprès du théâtre du Champ-Roi. C'est aussi une de vos autres particularités. Et je voudrais en profiter pour remercier le recteur. Parce que c'est vrai que nous sommes en région Bretagne, dans une région où il y a eu un accent particulier qui a été mis sur ces professeurs relais au sein des établissements, et pour nous, avec le regard que nous avons sur nos différents établissements, on sait à quel point c'est extrêmement précieux, et je sais que c'est des ETP, monsieur le recteur, donc je voulais vraiment vous remercier de l'effort qui est fait et qui est consenti, mais je crois que ce serait intéressant que vous nous en parliez, parce que moi, je suis persuadé que c'est une véritable ressource. Alors, comment vous vivez votre rôle de professeur relais, justement, avec les artistes ou avec les directeurs d'établissement? Et peut-être Céline pourrait nous en dire quelques mots, si elle le souhaite aussi. Oui, alors, peut-être qu'on peut repréciser, oui, rapidement, que l'Académie de Rennes a un service qui s'appelle la DAC, la Direction aux Affaires et aux Actions Culturelles, qui est donc sous la houlette de monsieur David Guillerme, et je vois aussi monsieur Goubin, l'adjoint, qui est là. Et pour chaque grand domaine culturel, vous avez un interlocuteur à l'Académie de Rennes, pour ceux qui veulent monter des projets. Je pense aux enseignants, si certains sont en interrogation sur les montages du projet. Donc vous avez des interlocuteurs, des chargés de mission,
des professeurs qui sont détachés et qui, pendant une journée, sont présents à l'Académie de Rennes pour aider les professeurs qui veulent créer des résidences ou créer un partenariat ponctuel, faire un atelier de sensibilisation dans le domaine des sciences, le théâtre, les arts visuels, l'éducation au développement durable. Donc ce sont des interlocuteurs qui sont là pour favoriser la construction de projets en matière de EAC. Et parmi ce maillage académique, il y a aussi les professeurs conseillers relais dans ce maillage académique qui sont présents, cette fois-ci non pas à Rennes, à l'Académie, mais dans chaque structure culturelle, qui sont des professeurs non pas détachés, mais qui font en plus de leur service des heures de présence aux côtés des structures culturelles et qui essayent de faire le lien avec le monde de l'éducation et le monde de la culture. Voilà. Donc, par exemple, avec Céline Larrière, nous avons construit ensemble, et bien évidemment, c'est à ton initiative. Moi, je suis j'essaye d'aider avec mon expertise pédagogique, et toi, ton expertise de directrice de pôle culturel. On a monté la résidence, enfin, tu as monté la résidence de la compagnie d'Alice Zénitaire à Entente Cordiale l'année dernière avec le collège Jacques Prévert. Cette année, la compagnie des Rémouleurs, compagnie de théâtre d'ombre, était présente au théâtre tout le mois de septembre avec Les Derniers Géants, une adaptation de l'album de François Place. Et donc c'est une classe de 6e du collège Prévert et une classe de CM2 de l'école François Lesourd qui ont travaillé ensemble sur le théâtre d'ombre, mais aussi la création sonore. Et ils verront le spectacle d'Olivier Vallet en décembre. Ils rencontreront aussi François Place. Donc voilà, ce sont des projets qui sont menés avec les structures et aussi en lien avec un désir des enseignants. Parfois, ce sont les enseignants qui viennent et qui veulent travailler, par exemple, en lien avec le programme. Ils aimeraient travailler une entrée du programme et donc, il me semble que peut-être tu peux parler de la manière dont tu construis peut-être toi ta programmation et parfois tu t'engages, tu penses à certains artistes en lien avec ce que les professeurs peuvent te dire. Alors oui, juste pour dire, enfin, on travaille avec Julie depuis 1 an maintenant. On est très heureux parce que c'est vrai que même si on est, comme le disait Raphaël, on est tous passés par l'école, on a tous plus ou moins des bons ou mauvais souvenirs de l'école, mais vu de l'extérieur, c'est quand même des rouages assez complexes en fait, l'éducation nationale. Nous, on est en lien, je dirais, direct avec les artistes et souvent les projets qu'on monte, c'est pas vraiment nous qui les initions, nous on est vraiment des médiateurs et c'est les artistes qui viennent nous voir, qui ont des envies, qui ont des besoins, qui ont envie de monter des projets et qui ont envie parfois de se confronter à des jeunes. Et nous, on est là pour mettre en relation, je dirais, ces artistes avec le monde de l'éducation nationale. Et c'est vrai qu'avoir la chance d'avoir un professeur conseiller relais, c'est aussi pour nous parler le même langage que l'éducation nationale, de pouvoir trouver des accointances qu'on n'a pas forcément, trouver les bons référents. Et puis, bien sûr, toujours, parce que c'est vrai que on parlait de l'utilité, toujours, de la table ronde précédente, de l'utilité de l'éducation artistique et culturelle. Il y a quand même toujours cette notion à l'école de programme scolaire. Alors nous, on en est un peu éloigné dans nos problématiques, je dirais, artistiques, culturelles. On ne pense pas forcément en quoi ça va servir au programme de maths, de français, de technologie. Voilà. C'est même le mot servir. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent paraître inutiles, qui sont très utiles dans la société. Et je me disais, en fait, aussi le rôle d'un professeur conseiller relais, c'est de nous accompagner au quotidien, parce qu'on se voit quand même toutes les semaines, de co-construire les projets ensemble, d'être ce lien avec l'école pour nous au théâtre. Et puis, après, nous, ça nous arrive aussi d'avoir des sollicitations d'enseignants qui ont envie de travailler sur une thématique. Par exemple, là, on a eu récemment une enseignante d'une école élémentaire qui a envie de travailler sur la culture bretonne, la danse et le chant. Donc on va réfléchir pour les années à venir, ce qu'on va pouvoir monter. Et voilà. Merci Céline. C'était une petite parenthèse pour illustrer la question du partenariat dont on a parlé à l'entrée. Et je crois que Manu, tu peux le dire, c'est assez particulier en Bretagne, cette implication particulièrement forte et qui n'est sans doute pas éloignée du fait que nous avons un taux de
de résultats sur l'implication des élèves dans un parcours de AC relativement important. Je tenais quand même à le dire. Peut-être avant de passer la parole à la salle, parce que ça fait presque 2 heures que vous êtes très tranquille, vous avez sans doute des réactions ou des interrogations ou des réactions. Moi, je voudrais poser collectivement peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui manquerait pour que ce partenariat soit renforcé? Par exemple, Léna, qu'est-ce qui vous manquerait? Puisque je me situe dans la perspective, vous le savez, d'un projet que nous avons à Guingamp, qui est porté par l'ensemble des partenaires, la création d'un institut supérieur à l'EAC. Une de ses fonctions sera de créer des modules de formation et de réflexion autour justement de cette pratique de l'EAC. Et aujourd'hui, c'est peut-être la première préfiguration de ce que pourrait être ce futur institut installé dans l'ancienne prison, là, tout près d'ici. Donc, qu'est-ce que vous rêveriez de quoi pour aller plus loin encore, indépendamment de la question financière qu'on a bien entendue, qu'on a parfaitement entendue, mais je dirais en termes de formation, d'apport, de circulaire qui vous autoriserait à faire un certain nombre de choses. Il y a des freins au développement de l'EAC, et ça me semble intéressant de finir cette table ronde, au moins, en évoquant cette question des freins. Alors, dans un premier temps, on peut partir de nécessité, de besoin. L'idée que les artistes eux-mêmes ont besoin d'être sensibilisés à des méthodes de rencontres, à des démarches autres. Je pense que il y a un besoin du côté des professeurs et un besoin du côté des artistes. Quand j'étais au conservatoire, on a eu un petit module de formation sur l'éducation artistique et culturelle, sur des méthodes de transmission. Je pense qu'au sein des écoles, mais dans le cadre d'une formation continue, ça peut être intéressant pour des artistes de pouvoir réfléchir à faire partie de modules pédagogiques qui permettent de mettre en perspective les pratiques artistiques liées à l'éducation artistique et culturelle. Dans un deuxième temps, on peut constater que les projets qui marchent le mieux, les partenariats qui marchent le mieux, en tout cas moi, de mon point de vue, c'est ceux où les professeurs sont les plus aguerris du point de vue de leur formation et de leur initiation au langage théâtral et à leur lecture de la scène. Il y a un apprentissage en tant que spectateur, une formation en tant que spectateur et une formation en tant que participant, praticien, qui peut être intéressante à mener, à suivre. Je parle de ça parce que j'ai été sollicitée récemment, dans les 2 dernières années à venir, de 2 façons différentes. La première, c'est dans le cadre du plan de formation pour les professeurs de théâtre en Côte d'Armor, où je suis intervenue sur deux sessions de formation à destination des professeurs de théâtre et des professeurs de français donnant des cours de théâtre. Et c'était très très riche de pouvoir discuter, proposer des méthodes, des points de vue, du point de vue artistique. Et puis, d'autre part, j'ai été invitée à former un groupe de travail par des personnes qui habitent sur le territoire, c'est 20 personnes, 20 comédiens amateurs, qui sont à 90% des professeurs de théâtre, qui m'ont demandé de travailler avec eux dans le cadre d'une recherche personnelle que je mène sur l'Idiotie, sur une création personnelle, mais avec eux. Parce qu'il y avait un besoin de pratique théâtrale qui ne soit pas une pratique juste entre amateurs, mais avec un praticien professionnel dans le cadre de sa recherche. Et je pense que ça, c'est intéressant et ça pourrait être développé parce que c'est très stimulant. Les professeurs sont les ambassadeurs du théâtre aussi. Ce sont des liens, des relais entre nous et le public et les jeunes spectateurs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question de la formation?
Oui, alors je suis complètement d'accord avec vous, parce que je trouve aussi que le fait de pouvoir créer une classe horaire aménagée sur 3 ans, j'y reviens, je suis désolée, même si quand on fait un projet ponctuel, c'est bien aussi, ça permet à un professeur qui serait formé de pouvoir non plus s'attacher à cette histoire de programme, parce qu'effectivement, ils sont très très attachés au programme, ils ont toujours l'impression que s'ils ne font pas le programme, l'élève ne va pas avoir son diplôme du brevet, par exemple, de pouvoir lisser toutes les connaissances et compétences sur les 3 ans et de se mettre vraiment au service du projet de l'élève. Mais pour ça, effectivement, il faut une formation qui lui permette de savoir comment il peut décliner dans sa matière, dans sa discipline, comment il peut aller vers l'objectif de l'élève. Donc voilà, pour moi, c'est oui, la formation, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Alors les freins ou alors les leviers. Donc effectivement, il y a cette voilà, il y a bien sûr la formation qui me semble être vraiment le cœur de la chose. Autant de la formation pour les enseignants peut-être pour mener ou se sentir plus à l'aise à mener des projets d'éducation artistique et culturelle. Et dans le cadre de ces formations, certes, il y a la méthodologie, mais je crois aussi que le plus important, c'est que les adultes puissent vivre eux-mêmes, soient bénéficiaires d'une action menée avec un artiste, pour en être ensuite le relais et peut-être modifier, compléter, faire un chemin de traverse par rapport à l'expérience qu'ils auront eux-mêmes vécue et dont vous parliez également en introduction. Il y a également la formation des acteurs qui interviennent, c'est-à-dire aussi les artistes. On peut être un très bon artiste et finalement un piètre pédagogue dans le sens justement de la transmission, comment arriver à faire vivre une expérience esthétique mais qui s'accompagne également d'une expérience sur la réflexion qui permette aux jeunes peut-être de réinvestir ce qu'ils auront vécu dans leur vie de courte durée ou longue durée. Donc voilà, comment choisir, travailler avec les artistes. Et je dirais l'autre levier qui me semble important, c'est la formation ou la sensibilisation des chefs d'établissement à la manière dont, au sein de leur propre établissement, des enseignants peuvent mener des projets EAC, soit de manière solitaire, parce que peu accompagnés par leur hiérarchie. Et justement, on est en pleine hétérotopie, puisqu'on peut s'apercevoir que dans des établissements, il y a plusieurs projets EAC qui s'élaborent, sans forcément qu'il y ait une personne qui ait une vision globale et qui pourrait justement, de tout ce terrain fertile, en faire quelque chose qui fasse levier pour l'ensemble des enseignants des établissements. On parle effectivement de beaucoup d'enseignants finalement qui sont déjà sensibles à la question de l'EAC, et maintenant peut-être notre enjeu c'est d'arriver aussi à travailler avec ceux qui sont un peu plus timides. Pourquoi ils sont plus timides? Parce que sans doute il y a cette question, il faut faire un pas de côté, donc il faut négocier aussi des heures avec d'autres enseignants. Donc comment travailler en équipe, et puis aussi s'apercevoir qu'une fois qu'on a vécu peut-être une première expérience, ça semble entre guillemets un peu plus simple pour enrichir. Et donc la question de la durée, de travailler dans la durée, un projet qui peut se décliner sur 2 ans, 3 ans, me semble extrêmement importante. Et d'où la nécessité que ces projets puissent intégrer soient intégrés dans le projet des établissements, donc soient abordés en conseil d'administration, de façon à ce que tout le corps enseignant, et pas seulement au sein d'un établissement, prenne connaissance et puisse de ces projets justement les valoriser, parce que je crois aussi qu'il y a la question de la valorisation. On est d'accord sur le fait que le processus vécu par les uns et les autres est important, mais il peut déboucher sur la réalisation d'objets. Et ces objets, certes, ne sont pas des œuvres d'art, mais elles méritent justement d'être valorisées. Moi, je me rappelle très bien au début de la création du bal, à m'être posé la question, doit-on faire une restitution commune de l'ensemble des projets qu'on a menés sur une année avec des jeunes, avec des artistes et des établissements scolaires. Et la première tentative qu'on a faite, je me suis rendu compte de la valeur symbolique qui était accordée par les jeunes, de tout d'un coup revoir en une restitution le chemin accompli et leur capacité à s'approprier, à expliquer à de tierces personnes ce qu'ils avaient vécu. Et ça, je crois que c'est très important, cette question de la